Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission, je suis rejoint à nouveau par Sectaire. Salut Sectaire. Salut Mythe. Mythe ou la Mythe d'ailleurs? Mythe. Allez. Mythe, à la rigueur, Monsieur la Mythe. Monsieur la Mythe, oui, bien sûr. Ça c'est pour payer les impôts. Non. Et donc, Sectaire, un peu homme orchestre de l'internet, on peut le dire. Oh là là, oui, bien sûr, toujours homme orchestre, toujours sur Twitch à streamer des conneries, toujours en train de faire des podcasts à droite à gauche, toujours sur YouTube. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dernièrement? Dernièrement, on a monté une espèce de collectif avec un pote où on accompagne les artistes, les streamers, plein de choses. On essaye de faire plein de choses pour s'occuper en attendant la mort. Et ça, finalement, c'est la chose qui a le plus de sens qu'on peut faire de nos vies. Absolument. Surtout en ce moment. Et donc, je me suis dit, Sectaire, toi qui essaie de faire les choses avec une telle précision, qui a le goût de la chose bien faite, qui a le goût le goût du verbe haut aussi, je me suis dit que tu étais peut-être l'invité le plus judicieux pour l'émission d'aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un sujet qui revient de temps en temps, un petit peu comme la difficulté dans les Dark Souls, ou les streameuses en maillot de bain sur Twitch. C'est le sujet très important, essentiel et inévitable de la politique dans les jeux vidéo. Et oui, tu imagines, la politique dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne question. La raison pour laquelle ça revient régulièrement, c'est parce que si vous avez le malheur de traîner sur des réseaux sociaux de type Twitter et que c'est un jour où les images fonctionnent, vous pouvez tomber sur des mèmes de gens qui disent oh là là, les jeux vidéo, c'est trop politique de nos jours. Moi, je préférais la bonne vieille époque des jeux vidéo où il n'y avait pas de message politique, comme Call of Duty Modern Warfare ou encore Metal Gear Solid. Ben tiens. Et Et là, forcément, ça peut faire lever un sourcil. Et donc, je me suis dit, quel est le mécanisme neuronal qui nous fait lever ce sourcil? Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Ben, ça marche. C'est vrai que il y a quand même ça depuis un petit moment, mais ça c'est grâce aux réseaux sociaux. Il faudrait faire une émission réseaux sociaux aussi. C'est grâce aux réseaux sociaux où les gens ont pu confronter leur point de vue et où d'un coup on découvre que dis donc, les choses sont politiques et les jeux vidéo aussi sont politiques. Comme si avant, tu sais, il y avait cette espèce d'époque bénie où tout était dans une espèce de neutralité totale. Évidemment. Oui. Et d'un coup, maintenant non. Maintenant, oh là là, ça c'est politique. Et puis ce jeu-là, il induit des trucs. Et là, vous êtes en train de parler des méchants wokistes. Enfin bon, c'est toujours pareil, parce qu'évidemment. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on te dit c'est politique, c'est toujours c'est politique de gauche. C'est-à-dire oui, ça c'est clair, évident. Voilà. C'est de la même manière qu'il y a. Tu trouves des variations de cette réflexion sous forme de blague. Il y a deux genres, homme et politique. Il y a deux couleurs de peau, blanche et politique. C'est ça, c'est exactement ça. C'est toujours la même chose. Et donc oui, bien entendu que Call of Duty n'est absolument pas politique. Voyons, allons donc. Non, bien sûr. Mario n'est pas politique. Mario n'est pas politique, tiens, justement Mario, je sens que c'est quelque chose que tu as mûrement réfléchi. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui, selon toi, constitue les aspects politiques dans les jeux Mario? Alors, dans les jeux Mario spécifiquement, je te dirais comme ça, déjà,
écraser tout ce qui n'est pas toi. On a déjà dans un bon message bien politique. Non, en fait, ça c'est une blague, mais en tant que tel, c'est pas. Enfin, en tant que tel, à première vue, tu n'es pas sur un jeu politique, que ce soit Mario, que ce soit Sonic, etc. Mais on t'apprend quand même à te donner tous les moyens pour atteindre un certain but, déjà. On t'apprend à collecter un maximum, là c'est des pièces d'or, si je me souviens bien, dans Mario, pour avoir des vies supplémentaires, mais c'est quand même des pièces d'or. Si tu veux, le message politique, pour moi, il n'est pas forcément... quand on parle de Call of Duty, il est grossier, le message politique, c'est America First, on vient vous sauver des terroristes, voilà, c'est cool, quoi. Là, dans les jeux, ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est dans ces jeux où le message politique n'est pas évident. Et en fait, il est distillé tout le temps, en permanence. Tout simplement parce que c'est des humains qui ont fait les jeux et que les humains sont dans un contexte de police, de ville, de politique. Et donc, tu impliques, comment dire, tu impliques ce que tu es, ce que tu vis au quotidien dans tes jeux que tu crées. C'est quel qu'il soit, je pense. Après, est-ce que c'est assumé? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a un but concret, comme je crois que c'était American Army qui faisait, ou Army, je sais pas quoi, là, qui était subventionné par l'armée américaine. Voilà. Ouais, bon, ça, c'est... Il y aurait à dire sur l'armée américaine dans le budget du divertissement produit aux États-Unis. Alors évidemment, peut-être pas pour Super Mario Bros, tu vois, mais on est quand même dans un message qui est un message politique, même si c'est pas un message politisé. Oui, absolument. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans le jeu vidéo, on a une activité en général basée autour d'un antagonisme, et donc on a une confrontation entre deux visions du monde. La vision du monde de l'antagoniste, qui agit pour asseoir sa vision du monde, et ce que va faire la personne qui joue à travers son avatar vidéoludique, le protagoniste, qui va soit rétablir l'ordre politique tel qu'il était avant les agissements d'antagonistes, soit, dans le cas où on est dans un environnement un petit peu plus dystopique, où on commence là où, entre guillemets, le méchant a gagné, d'ailleurs, le méchant, ça vient pas de nulle... Enfin, c'est... Oui, le méchant. C'est pas rien, où on essaye de changer le statu quo, et donc, voilà, il y a cette vision de comment le monde est et comment il devrait être, et ça, par définition, c'est une idéologie. Penser le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être, c'est quelque chose d'idéologique. Après, pour être plus spécifiquement politique et pas juste idéologique, dans Super Mario, par exemple, on a donc Bowser, qui se présente comme un roi, donc une figure d'autorité dont la légitimité est garantie par son régime, qui va commettre un acte politique lui aussi, qui est de kidnapper une autre figure royale. Et donc, quand Mario va sauver la princesse Peach, eh bien, il choisit l'autorité légitime de la princesse Peach et du royaume champignon comme étant supérieure à l'autorité légitime du roi Bowser sur le royaume des Koopas. Et ça n'est jamais vraiment exploré très en profondeur, notamment parce que je sais pas si ça aurait beaucoup d'intérêt, mais en partie parce que Shigeru Miyamoto n'aime pas les histoires dans ses jeux vidéo. Mais est-ce que le royaume champignon dirigé par la princesse Peach, c'est un système politique nécessairement meilleur que le royaume des Koopas dirigé par Bowser? Ça, c'est une question à laquelle le jeu ne répond pas. Il sous-entend avec un clin d'œil quelle est la bonne réponse à travers les actions qu'on fait réaliser à Mario, mais il n'y répond pas directement. Alors oui, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de la part du et des créateurs ensuite par la suite de Mario, une volonté aussi de prendre une histoire basique que nous, on peut analyser à contrario, c'est-à-dire le méchant roi légitime ou illégitime, mais en tout cas le méchant roi avide de pouvoir qui vient capturer la princesse et le héros plombier dans ce cas-là qui vient la sauver, qui est le truc basique qu'on lit depuis l'enfance en fait, et eux s'arrêtent là. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils aient même conscience d'aller jusque dans ce niveau d'abstraction de l'antagonisme. Pour eux, c'est une évidence. On est tous dans une évidence, en fait.
Moi, c'est ça qui me plaît dans le jeu vidéo quand on commence à aborder la question politique, c'est que on est entouré d'évidences depuis qu'on est gamin. Bah ouais, il faut triompher du méchant, ce que tu as dit tout à l'heure. Le méchant est souvent présenté comme alors déjà bon, très très méchant parce que, tu sais, sans explication, c'est le méchant. C'est vrai. Voilà, Bowser, on s'en fout de ses on sait qu'il a des gosses, je crois, au bout d'un moment. Il y a ses enfants. Oui, c'est présenté dès Super Mario Bros 3. Voilà, mais bon, ok, bah peut-être qu'il a envie d'une vie meilleure pour ses gosses, tu vois. Enfin, je veux dire, on sait pas. Oui, non, mais il y a plein de choses qu'on peut explorer. Hein. Mais dans Super Mario Sunshine, il capture la princesse Peach pour faire croire à Bowser Jr. que c'est sa mère. Voilà. Donc, mais est-ce qu'ils ont même conscience quand ils écrivent ces mini-scénarios prétextes, parce qu'évidemment pour eux ça ne doit être qu'un prétexte, je suis même pas sûr qu'ils aient conscience de ce qu'ils font en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas cette conscientisation de ce que je fais, alors que faut pas se foutre de notre gueule. Quand tu écris un scénario pour Call of Duty ou pour c'est quoi le truc à la mode là, il faudra que je t'en parle aussi parce que c'est une catastrophe. Ghost Recon. Voilà, Ghost Recon. Ghost Recon, c'est compliqué aussi. Alors, c'est bien, hein, Ubisoft, il te met un panneau, ça a été écrit par une équipe multi-confessionnelle, je sais pas quoi, multi-ethnique, machin. N'empêche que votre machin, il est super politique et vous savez ce que vous faites, quoi. Oui, bah c'était aussi le cas avec The Division, hein, voilà. Où les factions d'ennemis au cours du scénario, c'est genre les éboueurs et puis c'est terrible. C'est terrible. Ce que je veux dire, c'est voilà, il y a cette dualité dans le jeu vidéo où il y en a qui ne font ça que parce que bah, finalement ils sont dans un bain où ils ne peuvent produire que ça, et les autres qui sont éminemment consciemment politiques. En fait, j'ai presque envie de dire, t'as la conscience politique et l'inconscience politique. L'inconscience politique, c'est ce qu'on a tous. On est dans un monde. Oui. Voilà, on est dans un monde. Nous, on est en Occident. On est deux blancs dans 30 quarantaine. On a un certain statut et une certaine conception du monde. Et donc, si demain, toi ou moi, on fait un jeu, à moins d'avoir vraiment une réflexion poussée et critique sur soi-même, on fera un jeu qui s'adressera à des blancs de 20, de 30, 40 ans. Oui, voilà. on fera un jeu qui nous ressemble. Oui, forcément. Ça va être et qui ressemble à l'environnement qui nous a façonné. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez relire l'Éthique de Spinoza. Vous allez voir, c'est sympa. C'est rédigé comme une démonstration mathématique de la Grèce antique. Absolument. Il y a un. Vas-y, je t'en prie. Oui, donc oui. Alors oui, c'est intéressant ce que tu dis, cette histoire de conscience et d'inconscience politique, notamment parce qu'on a parlé de Sonic rapidement. Alors pour le coup, je suis très très versé dans tout ce qui est le lore de Sonic, donc je vais pouvoir t'en parler. Le premier Sonic, donc on joue voilà ce petit hérisson qui va se battre contre le docteur Robotnik, un savant fou qui aime construire des robots qui sont alimentés par la force vitale de petits animaux qu'il enferme à l'intérieur. Et donc on a cette lutte pour libérer les petits animaux des machines dans lesquelles le docteur Robotnik les enferme. Et un des trucs qui est très intéressant dans le premier Sonic, c'est un peu plus complexe au fur et à mesure que les jeux évoluent parce que les trames narratives deviennent plus complexes aussi, mais dans le premier c'est très clair. Tu commences dans Green Hill Zone qui est un environnement verdoyant, extrêmement naturel. Les seuls éléments artificiels sont les pièges et les robots que le docteur Robotnik met en travers de ton chemin, et au fur et à mesure que tu vas avancer dans les niveaux, tu vas avoir de plus en plus de traces de civilisation jusqu'au dernier niveau, Scrap Brain Zone, qui est une espèce de gigantesque usine entourée d'un air vicié, où tout est métallique, où il y a des scies circulaires et des flammes qui essaient de t'attraper, et où donc plus on s'approche de la base du méchant, plus on voit le monde tel que le docteur Robotnik le conçoit, et c'est présenté de manière très négative. C'est un environnement extrêmement hostile. Et donc là, pour moi, il y a une conscientisation, il y a cette idée que l'artificialisation du vivant au nom d'un progrès technologique qu'on ne s'accorde que parce qu'il est possible, un petit peu comme le disait Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park, hein, à force de vous demander si vous pouviez, vous ne vous êtes pas demandé si vous deviez.
Eh bien là, on a un message politique à nature écologiste en plus qui est assez indiscutable, et on a via la narration environnementale cette idée de comment sont caractérisés les deux camps. Et on a ça, et d'ailleurs je me souviens, parce que j'étais pas très vieux, mais enfin je m'en souviens quand même, je me souviens à la sortie du premier Sonic en France, je ne sais plus quel magazine, ça devait être Gen 4 à l'époque peut-être, vu qu'on était encore à 90, un truc dans le genre, 92 peut-être. 91 le premier 91, voilà, ouais, donc ouais, j'étais petit. Mais je me souviens du titre où c'était le premier jeu écolo. Je crois que c'est Gen 4 qui avait titré ça, il me semble. Et ça vient pas de nulle part. ça vient pas de nulle part, tout à fait. Alors que bon, tu peux pas dire qui est. Là, le message est évident. Je suis entièrement d'accord. Pour Sonic, on est sur un message écolo, et puis c'était bien vu et les gens l'ont tout à fait reçu. Je pense qu'il y a eu dans ces années-là, je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux. Enfin, en tout cas, je gratte ça, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux avec une portée politique au sens large, hein, puisque l'écologie, c'est une lutte large, c'est pas une lutte sociale immédiate d'un pays ou d'un groupe, tu vois, c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Oui. Je crois pas qu'il y ait eu une lutte sociale, enfin, traduite en jeu vidéo à cette époque-là aussi évidente. Aussi, à part le triomphe du capitalisme, hein. Mais ça, c'est tous les jeux vidéo, ça, vous pouvez y aller. Oui, ça, c'est vous jouez à SimCity, voilà, c'est pas la peine, quoi. C'est tous les jeux, ça c'est bon. Vous les prenez tous, de toute façon. Mais je veux dire, voilà, pour quelque chose d'assez particulier comme l'écologie, j'ai pas souvenir d'un autre jeu de l'époque aussi marqué et grand public, hein, bien sûr. Après, peut-être les Ultima, peut-être. Qu'il y avait pas pour ça, il faudrait que je vois le scénario des Ultima. Ça, c'est pas la culture jeux vidéo dans laquelle j'ai grandi. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, là, on arrive au fait qu'à cette époque-là, on était beaucoup plus dans ce que tu appelles l'inconscience politique, et ça, c'est quelque chose. En fait, je pense que oui, le fait d'être dans l'inconscience politique, ça donne cette idée que les jeux vidéo, tant qu'on est dans la même inconscience que les gens qui les ont conçus, on se rend pas compte de la portée du message. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on peut passer à côté de la portée politique d'une série comme celle des Metal Gear et Metal Gear Solid, notamment parce que il y a un truc, je lisais il y a pas longtemps un bouquin sur le complotisme et qui présentait la pensée complotiste, je cite, comme une idéologie dégradée. C'est-à-dire une manière de présenter le monde, mais qui ne la complète pas avec une manière de souhaiter le monde. Donc le monde tel qu'il est, mais pas le monde tel qu'on pense qu'il devrait être. Et je trouve que justement avec les Metal Gear Solid, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que Hideo Kojima, il aime bien dénoncer des trucs, et il aime bien montrer des techno-thrillers avec des projets un petit peu bizarres de contrôle par les médias, machin, et des sociétés secrètes qui orchestrent les guerres. Et pour y avoir joué au Metal Gear Solid, je suis pas sûr de savoir où il veut en venir. Donc je pense que ça relève plus de l'idéologie dégradée que de l'idéologie pure. Oui, il va pas plus loin, effectivement. Il s'arrête, alors il dit « Oh là là, la guerre, c'est pas bien, la guerre, ça changera jamais, regarde, je te fais un Apocalypse Now en jeu vidéo, en gros. Hein, en gros, ouais. En gros, mais il va pas plus loin, quoi. Non, ça va pas beaucoup plus loin. Bon, j'ai pas tous fait, je vais pas dire que je suis un spécialiste du tout. J'ai fait le premier, j'ai fait sur le 4, le 5, et celui sur PSP, c'était Peacemaker, je crois. Il y a Peacemaker et Portable Ops sur PSP. Alors Peacemaker, j'ai fait. Et ok, ouais, ça dénonce des tas de trucs, mais bon. Ouais, ok. Mais ouais, ça, on sait pas exactement où ça va. Et donc ça peut donner cette impression que le jeu n'a pas de projet politique, alors que le fait de relever d'une idéologie dégradée, ça reste quand même quelque chose de politique. Et puis, il y a aussi, au-delà du scénario et du contexte et des graphismes, il y a aussi le gameplay. C'est aussi une manière de transmettre un message politique, puisque il y a ce dont tu parlais au début, l'idée des actions à entreprendre pour atteindre son but.
Et dans un jeu vidéo, c'est extrêmement restreint les actions qu'on peut entreprendre pour atteindre son but, vu qu'elles ont été codées dans la machine sur laquelle on joue. Et donc, ça va présenter cette idée que souvent, dans beaucoup de jeux grand public, si on regarde sur des jeux de niche, on peut trouver des alternatives, mais dans les jeux grand public, on est souvent dans des situations de conflits armés, avec des combats à mort. Et quand c'est pas le cas, on va être plutôt confronté à des simulations sportives dans le cadre de compétitions sportives. Et là, on peut remonter jusqu'à Pong et même à Tennis for Two, considéré comme le premier jeu vidéo, codé avec des transistors reliés à des... comment ça s'appelle des oscilloscopes. Je suis pas du tout professeur de physique-chimie, pas du tout. Donc là, cette première idée de créer du jeu avec de l'électronique, ça a été de produire de la compétition. Et je pense que c'est pas anodin d'avoir immédiatement cherché à associer le jeu avec la compétition, parce que il y a plein de manières de jouer quand on est enfant qui ne relèvent pas de faire de la compétition. Quand des enfants créent des scénarios imaginaires, ils jouent à faire le médecin, ou ils jouent à faire la crèche, ou ils jouent à faire l'école. On est plus dans de la reproduction que dans de la compétition. Alors là, je suis à la fois d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. Ah, formidable. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, le Pong ou le jeu avec l'oscilloscope, là, dont le nom m'échappe, ça a été tout de suite un jeu de confrontation, effectivement. Maintenant, est-ce que le choix a été anodin ? Je pense qu'en fait, ils ont conçu ces jeux-là de prime abord pour que ça parle à des gens qui étaient déjà des joueurs, et malheureusement, dans les jeux qui ne sont pas des jeux vidéo, si tu prends des jeux n'importe quoi, jeux de plateau, jeux d'échecs, jeux de dames, etc., c'est forcément de la compétition et de la confrontation. Il y a très très peu de jeux finalement anciens, je parle, pas des jeux modernes. Parce que c'est quoi ? C'est le truc avec l'oscilloscope, c'est dans les années 40, 50, je crois, 50 Sitôt que ça, je sais pas. J'aurais plutôt dit années 60. Bon, 60. C'est cette partie-là, c'est le milieu du XXe siècle. Voilà, c'est le milieu du XXe siècle. On n'avait pas trop d'éléments, même le Monopoly qui était déjà inventé, en jeu moderne, je veux dire, c'était des jeux, c'est pas des jeux de coopération, c'est des jeux d'affrontement où tu dois être le meilleur. Les jeux d'échecs, évidemment, etc. Donc je pense qu'ils ont juste, c'est pas pour les dédouaner, mais je pense qu'ils ont juste reproduit ce qu'ils connaissaient. D'ailleurs, pour corroborer un peu, appuyer un peu mon propos, dès que les ordinateurs ont été un peu plus puissants et qu'on a pu confier notamment à des étudiants probablement drogués des années 70 du MIT et qu'on leur a dit « Tenez, regardez, il y a ces ordinateurs, faites ce que vous voulez avec », qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, il y a eu les premiers jeux textuels, les jeux d'aventure, et notamment un jeu comme Zorg, par exemple, qui était un jeu où tu lisais du texte et puis tu pouvais réagir en disant nord, sud, etc. Je crois que ça date de 75, 76 à vérifier. 77 peut-être. Donc tu vois, dès qu'on a eu la technologie nécessaire, ils se sont dit tiens, on va peut-être s'embarquer sur autre chose que du confrontationnel. Confrontation. Oui, je vois. Et autre point, ça j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, un des premiers jeux qui est sorti était sorti sur imprimante. C'était un jeu d'aventure. Tu sais, ces vieilles imprimantes à impact, là, à aiguille, et qui étaient entraînées, le papier était un papier sans fin qui était entraîné par des petits trous qu'on détachait, là, par des trucs sur les côtés. Oui, je vois bien, incroyable. Voilà. Et en fait, dans les années, je crois, donc 60, quelque chose comme ça, il y a une femme, la première femme qui a écrit un jeu vidéo, qui avait fait, alors c'était pas évidemment un jeu vidéo, c'était un jeu sur ordinateur et où tu ne pouvais utiliser que l'imprimante, puisqu'il n'y avait pas d'interface visuelle, il n'y avait pas d'écran. Et en fait, elle utilisait l'imprimante, et cette imprimante, elle avait même codé des dessins. Donc tu avais des écrans, des screenshots de ton texte. Tu avais ton texte qui, donc, il t'arrivait à une aventure, et tu avais à un moment l'imprimante matricielle, voilà, c'est ça le nom, l'imprimante matricielle dessinait une illustration de ce qui était en train de se passer. C'était assez fou, quoi.
Oui, ça me rappelle une autre anecdote où... alors, je sais plus qui la racontait, et je sais pas à quel point ça relève de la légende urbaine, mais cette histoire selon laquelle t'avais des gamins sur Apple II, ils prenaient le tableur de l'Apple II, et ils remplissaient plein de cases avec des zéros, et les espaces libres faisaient une piste. Et après, ils découpaient une petite voiture en papier qui collait au centre de l'écran là où est le curseur, et puis ils déplaçaient le curseur pour déplacer la petite voiture sur la piste. Non, c'est pas une légende, tu peux le faire. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'a fait le Vectrex, par exemple. Alors le Vectrex, il faisait ça effectivement, puisque il fallait, oui, j'ai eu l'immense plaisir de voir une Vectrex pour de vrai. On colle un autocollant avec les éléments du jeu auquel on veut jouer sur l'écran avant de lancer le jeu. Et il me semble même qu'on peut coller un autocollant associé sur la télécommande qui donne les fonctions des boutons. Parce que c'était une espèce de calculatrice, hein, la télécommande. C'était même pas une manette. Enfin, oui, c'était plutôt une espèce. Oui, c'était calculatrice sans écran. C'est une bonne description de la manette de la Vectrex. C'est assez fou, quoi. Mais donc je pense qu'il y a aussi une contrainte pour revenir sur le côté politique et le choix politique du jeu. Il y a aussi une contrainte, une contrainte technique, mais encore une fois, une contrainte du bain dans lequel tu es. Et comme ils étaient dans un bain de on est des joueurs, qu'est-ce qu'on connaît? Le jeu de cartes, c'est un jeu de confrontation. Faut que j'arrête d'essayer de faire des mots. Les échecs, le tennis, tu vas forcément refaire ce que tu connais. Et il a fallu un temps fou pour qu'on voit enfin des jeux sortir avec un contexte politique plus conscient et surtout plus assumé et notamment, et là ça me permet de rebondir sur un truc, excuse-moi, mais j'ai vu la différence en faisant des recherches pour cette émission, car nous sommes des gens sérieux. Et oui, évidemment. Bon, je suis tombé sur un texte sur Kern. Je crois qu'on dit Kern, kern.info, le site, et c'est un texte de John Crowley, pas le même Crowley, qui s'appelle l'imaginaire politique des jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, il fait tout un truc, ce qu'on a dit à peu près jusqu'à maintenant, il parle de SimCity, Civilization, Age of Empires, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit son texte en 2008. Et en 2008, il n'y avait pas encore eu l'explosion qu'on connaît bien du jeu indépendant, qui a eu lieu quelques années plus tard. Je crois en 2010. Oui, c'est vrai qu'en 2008, il n'y avait pas grand-chose. Je pense que tu pouvais trouver Meat Boy, qui est l'ancêtre de Super Meat Boy sur Newgrounds, ou un truc, mais Super Meat Boy n'existait pas encore, quoi. C'est ça. Et c'était pour les spécialistes, il fallait vraiment aller creuser son sujet. En tout cas, c'était pas pour le grand public. Et à partir de 2012, il y a eu cette explosion du jeu indé pour le grand public. Et du coup, je suis tombé sur un autre article qui, lui, date de 2020, et où tu vois la différence. Et c'est ça qui est intéressant entre les deux articles, où le deuxième dit... oui, le jeu vidéo est éminemment politique, bien entendu, regardez, et là il te cite justement des jeux indés comme We Are Riot ou des jeux comme ça, où c'est vraiment des jeux qui sont purement, tu sais, tous ceux qui sont sortis dans les années 2018-2019, où c'était vraiment à fond la caisse, militant, et donc de gauche, encore une fois. Oui, c'est un petit peu des choses qui étaient dans le sillage de Undertale, qui est sorti en 2015. Exactement. Et c'est marrant d'avoir cette bascule de voir à quel point le jeu indé a permis aussi cet essor, enfin, d'autres jeux qui proposaient autre chose que l'éternelle confrontation, le bien contre le mal, et puis parce qu'ils s'en foutaient de vendre. L'indé s'en fout de vendre. Et puis et donc il y a pas la pression de la performance à la vente avec des actionnaires qu'il faut satisfaire, et donc il n'y a pas non plus tout un environnement de décisionnaires et de producteurs à qui il faut montrer patte blanche pour que le projet soit validé. Et donc ça crée des contextes de production artistique qui sont complètement différents et qui donc créent des œuvres complètement différentes. Exactement. Et souvent dans un principe un peu plus, en tout cas une démarche un peu plus artistique, un peu plus rentre dedans aussi pour certains. Je pense à des jeux comme, je sais pas si tu as fait Boyfriend Dungeon. Alors je vois ce que c'est, mais j'y ai pas joué. Gros, mais je sais qu'il y a des côtés, il y a des controverses sur ce jeu. Il y a des grosses controverses sur ce jeu, mais en gros c'est un jeu
ou qui reprend tous les codes, mais vraiment tous les codes, à la fois du visual novel le plus classique et on va dire de l'exploration de donjons à la Persona, quoi, en gros, et qui en fait un espèce de truc où tu dois date tes armes, enfin, qui deviennent des Oui. humains, enfin bon, c'est n'importe quoi. Ça a été présenté comme un jeu, comment on appelle ça? J'ai pas le terme. Pas controversé, un jeu pas provocateur non plus, mais en tout cas qui vient ruer dans les brancards, quoi, au moment où il est sorti. Ouais. Bon, après, il y a des tas de controverses. Et il y a un autre jeu où là, c'est carrément explicite, qui est lui, on peut pas l'oublier parce qu'il faut en parler parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. C'est le jeu russe là qui a défrayé la chronique. Ah oui, oh là Atomic là, et là Heart. le nom Atomic Heart, oui, Voilà. oui. Alors ça, mes amis, si vous pensez que Atomic Heart c'est pas un jeu avec une proposition politique, euh, C'est ça. Alors je mets pas du tout je les deux en sais. parallèle, hein. Non, bien sûr, mais bon. D'ailleurs, je trouve ça intéressant que Atomic Heart, qui se présente un petit peu comme le négatif de BioShock, se passe dans une espèce d'URSS futuriste fantasmé pour présenter finalement un message assez conservateur et Totalement. assez pro-capitaliste, là où BioShock se présentait dans les ruines décrépites d'une tentative d'utopie capitaliste dont Ayn Rand n'aurait pas osé rêver, pour montrer que ça ne peut pas marcher. Et donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette dichotomie entre les atours du jeu et le message qu'il essaye de faire porter En plus. dans sa narration. Après, tu as des jeux, excuse-moi, tu as des jeux Oui. indés, Non, vas-y. tu as des jeux indépendants là maintenant qui sortent depuis quelques temps, et notamment en France, j'ai remarqué, il y en a pas mal, qui eux sont assumés, éminemment politiques, qui sont eux tout à fait conscients de ce qu'ils font et qui le font bien. Voilà, c'est, je pense par exemple à ceux de The Pixel Hunt, je sais pas si tu connais. Comment il s'appelle, le collectif, enfin c'est pas un collectif, hein, c'est un duo. Je vais te dire ça avant de dire des bêtises. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Bury Me My Love. Je sais pas si tu en as entendu parler. Alors, je te dirais pas que c'est la première fois de ma vie que j'entends ce nom, mais je pense pas que je sache de quoi parle le jeu. Alors en fait, le jeu, c'est une sorte de visual novel où tu joues une réfugiée syrienne dans son périple pour arriver en Europe et notamment en France. Donc elle fuit la guerre en Syrie et elle a laissé son mari là-bas. Et tu joues alternativement l'un et l'autre, donc lui qui essaye de survivre et elle qui essaye de se tirer. Alors c'est des jeux ultra durs, hein, tu t'en doutes, enfin durs, je veux dire difficiles émotionnellement. Oui, ça a l'air, oui, ça a pas l'air fun. Ça Ouais. n'a pas l'air fun du tout et ça l'est pas. Et c'est présenté, en fait, c'est à travers leur téléphone, à travers leur smartphone, ils peuvent rester en contact. Et ils se racontent. Et donc, tu as tout dans ce jeu. Ça dure 3-4 heures, t'en prends plein la gueule, tu finis en larmes, enfin, c'est génial. Mais le jeu est magnifique. Et là, oui, c'est un jeu politique. Mais même, alors, politique dans son propos, bien sûr, mais même dans les détails. Le fait de dire, tu sais, parce qu'il est jamais frontal. C'est jamais genre, ah, regardez, on va vous montrer à quel point c'est horrible. Non, on te le fait vivre. On te le fait vivre et à travers cette femme qui essaye de fuir. Et par exemple, moi, ce qui m'avait marqué, cette femme reste en contact avec son mari grâce à son téléphone portable. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelque temps, quand il y avait eu une espèce de montée comme ça de l'extrême droite la plus dégueulasse, enfin, il y est toujours, mais où il disait, ah, vous voyez, c'est des migrants, soi-disant, ils n'ont plus rien et ils ont leur téléphone quand même. Je sais pas si tu te rappelles de cette petite musique. Oui, je me souviens de ça, oui. Et mais le jeu ce répond téléphone, à ça. oui, parce que c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont, exactement. Et tu vois, mais le gameplay lui-même, puisque tout se passe par le téléphone, le gameplay lui-même te fait comprendre que non, c'est tout ce qu'elle a, quoi. Et ça, le message n'a pas besoin d'être martelé, il est juste induit et tu comprends très bien. Oui, bah c'est un petit peu, ça me fait penser en jeu avec une durée de vie plus longue, mais qui fait bien mal au bide aussi quand il joue, c'est This War of Mine.
surtout dans ce contexte de oui. guerre entre la Russie et l'Ukraine, où on te met face à des choix de survie qui sont terribles. Moi, c'était ma compagne qui avait joué, et elle était là, il y a ces petits vieux, mon personnage a faim, il peut leur voler à bouffer, mais ils vont y rester si je leur vole à bouffer. C'est ça. Et c'est terrible. Et les jeux comme ça, alors malheureusement, ces jeux-là ne vont toucher, tu sais, c'est cette espèce de syndrome du monde diplomatique. Je sais pas si je t'ai déjà évoqué le syndrome du monde diplo. Non, mais je pense que je vois très bien de quoi tu parles. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être d'accord, ne vont lire le monde diplo que les gens qui sont déjà d'accord avec ce qui est écrit dans le monde diplo, en gros, quoi. Oui. Voilà. Et ça, c'est la limite de ces jeux-là, en fait. C'est la limite de ces jeux-là, alors que parfois on peut avoir et ça va être ma hot take pour cet épisode, on peut avoir des hits interplanétaires qui ont une portée politique telle qu'elle devient quasiment prophétique. Puisque tu as certainement déjà entendu parler de ce petit jeu développé en URSS à la fin des années 80 qui s'appelait Tetris. Finalement, Tetris, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? On a des petits blocs qui tombent du ciel et qui s'empilent pour former une structure de plus en plus haute, et le but, c'est de casser la structure, de préférence en cassant plusieurs lignes à la fois, si possible, pour augmenter son score, et la ligne et les briques continuent de tomber, et la structure qui se forme est de plus en plus haute, et c'est de plus en plus difficile, il faut être de plus en plus adroit pour réussir à la détruire. On pensera d'ailleurs, il y a eu Speedon il n'y a pas longtemps, et apparemment il y a eu quelqu'un qui a eu le record Grandmaster sur Tetris, qui est extrêmement rare. Oui, bravo à lui. Et finalement, dans Tetris, est-ce qu'on n'aurait pas là un rideau de fer qui se dresse entre la personne qui joue et son objectif de victoire, qui doit être détruit petit à petit grâce à l'action individuelle de toutes ces petites briques qui s'unissent à la fois pour bâtir le mur, mais aussi pour le détruire. Et voilà, ma hot take pour cet épisode, c'est: est-ce que finalement Tetris n'aurait pas prédit la chute du mur de Berlin en présentant ce gameplay ? Ouf. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, d'accord, ok. Est-ce que Tetris n'aurait pas prédit la chute du mur de Berlin ? La vache. Waouh. Tu m'as séché, là. Je sais pas quoi dire. C'est énorme. Ah bah c'est hot take, c'est slower. Moi, ça me fait penser Tetris. Enfin, ce que tu dis sur Tetris me fait penser à cet artiste qui a fini au Goulag d'ailleurs, et dont le nom malheureusement m'échappe parce que je n'ai aucune mémoire, qui avait dessiné qui dessine un mur. Je sais pas si tu as déjà vu cette peinture. En fait, c'est un mur et au milieu il y a une brique qui manque. C'était un artiste russe. Ça me dit quelque chose. Bah, il a fini au Goulag. Hein. Et le Tetris, c'est un peu pas. Je sais que je connais pas très bien l'histoire de Tetris. Je sais qu'il y a une fiction là qui va sortir. Il y a un film sur Apple TV qui va sortir. Ouais. Mais je connais pas très bien le truc de Tetris. Mais effectivement, est-ce que ça prédit la chute du mur ? Moi, je l'avais pas vu du tout comme ça, Tetris. Pour moi, c'était un jeu où justement on te montrait que tu pouvais tout faire rentrer dans le rang. Tu vois, j'avais pas du tout la même lecture. J'étais sur une lecture complètement opposée, quoi. Peut-être que pour ne pas finir au goulag, le créateur a essayé de pousser cette vision-là et que... Je sais pas. Qui sait ? Faudra lui demander. Mais elle était forte. Elle est bien cette tech. Très bien. Bah écoute, j'apprécie. Je pense que voilà, on a bien défriché la question. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ben, ça marche. Très bien. Merci Sectaire de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. Et je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Merci à Paul pour le montage. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes crèmeries, Apple Podcast,
PodCloud, pragmastic.fr/hottakes, Spotify, Podcast Addict et autres applis. Laissez-nous un commentaire 5 étoiles là où vous pouvez. Il y a de plus en plus d'endroits où on peut le faire, donc n'hésitez pas. Envoyez-moi vos remarques, vos conseils et vos scandalisations sur hottakes.slowburn@gmail.com. On a un Discord, venez sur le Discord de Carton C discuter avec nous, je vous promets, on est sympa. Et puis retrouvez Sectaire sur Twitch et dans tous ces autres projets. On mettra les liens dans la description. Ça roule. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde!